Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit qui informe, regroupe et inspire les gestionnaires d'OBNL à travers la province, à travers les secteurs. Aujourd'hui, c'est la deuxième capsule sur le changement. Dans le cas de celle d'aujourd'hui, on a parlé premièrement un peu de la définition de ce que c'était la gestion de changement. Aujourd'hui, on va parler un peu plus sur le comment faire le changement et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça change dans nos OBNL. Je continue cette capsule avec mon amie Sylvie. Sylvie, bonjour. Sylvie Guignon de Brio Conseil. Je te laisse te représenter pour ceux qui n'auront pas nécessairement vu la première. OK. Donc, Sylvie Guignon, je suis conseillère chez Brio Conseil. C'est une boutique de management. On est très orienté vers le changement, pas juste la gestion du changement, mais tous les changements que peuvent vivre les organisations, que ce soit à travers des réflexions stratégiques, des réorganisations, des restructurations, des modifications de l'offre de service, etc., des projets informatiques. Et dès lors qu'on veut faire ce type de move, il faut instaurer une gestion du changement. Parfait. Tombons dedans. Cotype, je suis un directeur général. Je veux intégrer une nouvelle procédure ou mettre en place un nouveau service qui va avoir des impacts sur mes équipes, qui va avoir des impacts sur mes revenus. Donc, je veux faire un changement qui est relativement important. On viendra sur les changements qui sont plus mineurs. C'est quoi les premières étapes? La première étape, c'est il va falloir communiquer ce changement. Il faut se poser la question clairement. Donc, ça se fait pas à huis clos en douce, puis on pousse ça à tout le monde après, là. Non. Plus on va le faire à huis clos, plus on va l'imposer, moins ça va fonctionner. Les gens, pour voyager, pour bouger, ils ont besoin de comprendre. S'ils ne comprennent pas, ils restent à leur place. Pourquoi voulez-vous faire un pas en avant si vous ne savez pas à quoi ça sert? Il n'y a aucune raison. Donc la première chose, c'est de commencer par réfléchir à ce changement. Pourquoi on le fait? Pourquoi on va le faire maintenant? Pour quels objectifs, quels bénéfices et comment on va le faire? Quand on va avoir réfléchi à ça, on peut commencer à ouvrir le groupe auquel on va se communiquer, dialoguer, pour petit à petit faire en sorte qu'il y ait un engouement, un intérêt pour le changement et une discussion qui se crée autour de ce changement. Donc, on part souvent de la personne qui est impactée, si je comprends bien. Il faut, à un moment ou à un autre, plutôt que tard, aller discuter avec les personnes impactées. Okay. Ça veut dire que dans les façons d'organiser le changement, de le réfléchir à travers les petits outils que l'on peut utiliser, qui sont des choses très très simples à mettre en œuvre, mais qui amènent énormément de valeur ajoutée dans la gestion du changement, il faut se poser la question de savoir qui va être impacté. Mais est-ce qu'à un moment donné, on vit le facteur inverse, qu'à trop consulter, on s'en va nulle part aussi? Il ne faut pas consulter n'importe qui pour n'importe quoi. OK, précise-moi ça. Ça c'est assez intéressant parce que on est beaucoup dans l'OBNL par sa définition, puis la coop aussi, c'est quelque chose de qui se veut théoriquement très démocratique. Mm-hmm. Mais très démocratique ne veut pas dire très stratégique pour différentes raisons, là. Fait que comment tu détermines ce processus de qui, comment au niveau de la consultation? Dans démocratique, ce que je trouve important, c'est de penser à dire qu'il faut que tout le monde soit informé, que la communication doit rejoindre à un moment ou à un autre tout le monde. Par contre, il faut arriver à identifier dans les parties prenantes qui sont les parties prenantes qui vont avoir le plus d'influence par rapport au changement. Toutes n'ont pas la même influence par rapport à tous les changements. Donc, il faut identifier les influenceurs, exactement comme avec le web, pour travailler avec eux les messages, le sens, afin qu'ils puissent faire tache d'huile dans l'organisme. Et ces influenceurs-là, si tu me permets, ne sont pas juste dans une situation patron-employé. Ah non, là. Pas du tout. Ça, c'est important parce que ça demande une connaissance de son écosystème aussi. Clairement. Il y a vraiment un atelier de travail, un travail à faire sur l'analyse des parties prenantes. Il faut trouver qui elles sont. Il faut trouver ensuite quelles sont celles qui ont le plus d'influence sur le changement que l'on veut faire et quelles sont celles qui vont être très impactés ou qui vont avoir des impacts suite au changement. Ça permet d'avoir un petit peu une cartographie de ces personnes-là ou de ces groupes d'influence ou de groupes de personnes impactées avec qui il va falloir avoir des interactions plus spécifiques.
Il y a toujours un groupe qui est là, qui va être un petit peu en marge du changement, qu'on va possiblement juste informer. Je pense quelquefois les bénéficiaires sont un petit peu plus loin de certains changements qu'il va y avoir dans l'organisme. Mais au sein de l'organisme, on doit absolument trouver qui sont les personnes avec lesquelles on va vivre le changement pour les impliquer. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est qu'il y a très peu d'employés, puis même dans les conseils d'administration, qui sont conscients des flux de travail puis des modes de gestion. Fait que si on les consulte, est-ce qu'on n'a pas le problème d'avoir des œillères puis d'avoir quelqu'un qui va arriver avec sa vision qui est excessivement personnalisée et non pas d'avoir une vision qui est plus macro de la problématique ou de la façon d'implanter le changement? Ça se peut, ça arrive quelquefois, c'est le fait de travailler en silo. C'est pas propre aux OBNL, on va trouver ça dans beaucoup d'organisations. C'est pas propre, c'est le milieu du travail en général. C'est ça. Puis je pense que la beauté de la gestion du changement, c'est possiblement de briser les silos. C'est-à-dire d'amener autour de la table des gens qui sont dans des travaux complémentaires et qui d'un seul coup vont comprendre beaucoup plus pourquoi on va faire le changement. Parce que quelquefois, si tu prends un niveau de travail, puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose en amont, quelqu'un qui fait quelque chose en aval, puis on ne sait ni ce qui se fait au-dessus, ni ce qui se fait après, on comprend pas le changement. Si on commence à avoir une vision beaucoup plus complète... Ça reste une question de culture d'organisation. Oui, mais justement... Est-ce que tu peux... Excuse-moi, je trouve ça assez majeur dans le sens où est-ce que si tu amènes des changements, est-ce que tu peux réussir à faire éclater des silos qui sont là à l'année pour mettre en place des choses? Ou si tu arrives si tu as une organisation qui est très cloisonnée, comment tu peux arriver à le faire, tu sais? Parce que c'est pas de la culture, là. Ben, on est dans le comment, puis le comment, justement, c'est de commencer à amener une culture de participation. Okay. Quand tu vas amener les gens à participer, ils vont petit à petit commencer à poser des questions, à s'interroger mutuellement et à créer une compréhension commune autour d'un sujet. Ils vont plus se situer les uns par rapport aux autres. Donc, ça veut pas dire que d'un seul coup, tout est rose. Faut pas non plus mettre des lunettes qui disent que on a sauvé la planète. Mais on devient non plus plusieurs équipes, mais un groupe qui est en train de se poser une question pour trouver une solution. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si on commence à mettre en place une culture de participation, on va ouvrir à une culture de compréhension commune. Et moi je parle souvent d'un triptyque qui est comprendre, participer et adhérer. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être la méthodologie la plus simple d'identifier comment tu peux faire un changement de culture? J'aime pas parler de méthodologie parce que ça fait très sectaire. Il y a une méthode. Ça fait très recette. Puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Okay. C'est une démarche. OK, j'aime bien. OK, oui, je comprends. Et cette démarche, honnêtement, elle fonctionne toujours. Toujours. Que vous soyez... tu dis les trois points, c'est? Participer, comprendre, adhérer. Si je participe, je pose des questions. Si je pose des questions, je commence à comprendre. Si je pose des questions et qu'on me répond, j'ai de moins en moins de préoccupations parce qu'on y répond. Si j'ai moins de préoccupations, je suis capable d'adhérer. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord absolument, mais je comprends en quoi ça va être intéressant de faire le changement. Donc, je vais jouer le jeu. C'est un triptyque gagnant dans toutes les gestions du changement. Puis, en réalité, ça va au-delà du changement. Au-delà de la gestion du changement, on va dans le changement de culture. Oui. C'est quelque chose qu'on va instaurer. Puis, je comprends bien souvent dans les organismes avec lesquels j'ai eu à travailler, c'est souvent top-down, puis c'est souvent, il faut être très actif, très opérationnel, j'ai peu de temps à consacrer à autre chose. Mais c'est justement parce que je suis très en silo que j'ai peu de temps pour faire autre chose. Si j'étais beaucoup plus dans un travail transversal, ça met plus de personnes sur le projet, ça met plus de personnes... Comment vous faites pour faire réaliser ça? C'est quoi la méthodologie pour qu'on prenne conscience qu'on a ce problème-là?
Il y a des façons très simples, surtout quand on intervient directement dans un changement. On parle souvent, un des points particuliers qu'il faut atteindre, c'est l'alignement. C'est très important d'être aligné dans le changement pour pouvoir faire en sorte que tout le monde vive le même et que ça parte pas un peu dans tous les sens. Donc l'alignement, c'est quelque chose, je suppose que c'était arrivé dans une organisation puis ou dans un organisme, tout le monde te dit oui, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Puis lorsque tu commences à creuser, ben, tu t'aperçois que les gens ne parlent pas de la même chose. Ouais, effectivement. Ça peut être juste sur la mission. Ouais. On peut trouver sur la vision aussi. Je pense sur la vision, des choses qui sont différentes. Donc nous, on a des petits ateliers qui sont pas très compliqués, où on amène les gens à travailler individuellement, puis ensuite à regarder ce qu'ils ont fait pour se rendre compte que ils pensent des choses différentes, ils pensent des choses contradictoires, puis au final, de commun, il y a moins de 50% des éléments de sens qui sont là. Donc, ça permet déjà de comprendre pourquoi en dessous ça fonctionne pas. Parce que si les gestionnaires ne disent pas tous la même chose, ben les employés ils vont choisir avec qui ils veulent bien travailler et penser. Ils vont choisir quelque chose qui leur convient. Puis ça veut dire qu'il y a un désalignement. L'autre chose, c'est que ça permet aussi de dire, ben vous voyez, si vous vous mettez tous ensemble, vous venez de rajouter un 50% de connaissances et de compétences en commun parce que vous le partagez. Donc, chacun a amené un petit peu et au final, ça fait beaucoup. Donc, la partie préparation devient à la fois presque plus essentielle que l'activation de ce changement-là. Ben, tout se passe dans l'amont. Tout se passe dans la préparation du sens et du dialogue. Parce que, pourquoi? C'est quand même, faut être réaliste, là. Oui. On en parle comme ça à froid, on parle de grands termes, mais dans le quotidien, ça peut être des interactions qui sont relativement brèves ou ça peut être, ça reste que on est dans un processus qui se doit d'être échelonné puis qui doit, on parlait de changement de culture tantôt, là. Ça se fera jamais du jour au lendemain. Exactement, c'est là où je voulais arriver. C'est premièrement, ça se fait pas du jour au lendemain. Deuxièmement, cette résistance-là demande une mobilisation, puis ça demande un leadership. Quelle que soit la structure qui va être le leader, que ce soit un conseil d'administration ou une direction générale, ça prend un leadership. Oui. Le plus important, c'est le leadership des gestionnaires. Et puis, ça peut être aussi un leadership beaucoup plus organique dans des équipes. Mais à partir du moment où il y a une conscience collective que ce leadership existe, puis qui s'en va dans un sens, dans un mouvement, les gens sont capables de s'engager. Mais encore une fois, en fait, le rôle du gestionnaire est en train de changer parce qu'il doit rechercher ce leadership transformationnel. Ce qui devient... Mais comment on passe d'un praticien, quelqu'un qui fait bien une tâche, qu'on lui dit, écoute, tu l'as fait tellement bien que maintenant, tu vas avoir 5 personnes sous ta gestion, disons par exemple, qui vont faire ce que tu faisais traditionnellement. Mm-hmm. Là, il y a un moment donné où on pense que le praticien devient leader automatiquement par le Saint-Esprit, parce que très, très peu d'organisations accompagnent la transition vers ce leadership-là. C'est encore quelque chose qui... je veux dire qu'on est encore, de ce point de vue-là, très traditionnel. Bien souvent, les gestionnaires sont issus des opérations, puis c'était quelque chose de logique. J'ai le cas de figure que moi j'écris toujours. On a la directrice des communications qui est là depuis 10 ans, puis on lui dit, t'es là depuis, tu connais tout le monde dans l'organisation, tu connais toutes les parties prenantes, veux-tu devenir DG parce que le DG s'en va à la retraite? Donc là, à un moment donné, si on veut une personne qui va avoir un certain leadership, ça prend un accompagnement. Oui. Comment vous qu'est-ce que vous recommandez dans des cas comme ça de praticiens à leader? Il y a plusieurs choses qu'il va falloir faire. Il faut ouvrir les perspectives, ce qu'on attend d'un leader. Donc, il faut commencer par prendre conscience de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que la personne a besoin de développer comme nouveau talent. La directrice des communications a certainement plein de talents. Elle n'est pas retrouvée par hasard. Par contre, il y a des talents complémentaires qu'il faut qu'elle aille chercher.
Il y a une partie des talents qui peuvent être des talents de gestionnaire du changement, parce qu'il va falloir qu'elle insuffle une vision sur une période pour que les gens s'engagent dans une nouvelle façon de faire. Mais ici, il va falloir lui donner d'autres talents, possiblement, qu'il va falloir aller chercher avec du coaching. Donc nous aussi, on a des éléments sur la transformation des leaders. Comment amener les leaders à être dans une nouvelle position qui n'est pas une position de gestion des opérations, qui est même plus complètement juste une position de gestion des ressources humaines. J'aime pas ce terme-là parce qu'il y a les ressources financières aussi. On est vraiment dans comment j'engage des gens avec moi dans le changement, comment je vais leur donner tellement d'envie et tellement de puissance dans leurs opérations que ça va avancer. Ça, c'est des qualités, des capacités qu'il faut développer. C'est pas inné, c'est pas acquis, c'est à développer. Ça se peut qu'on fasse des erreurs, mais il faut s'aider. Est-ce que tu pourrais dire que ça peut, dans les cas d'échec, que ça peut être une partie du problème? C'est le manque de capacité de leadership qui arrive aussi? Il se peut que les gens aient pas eu suffisamment d'accompagnement dans ce cadre-là. Est-ce qu'on dirait aussi, là, je passe un petit peu plus loin là-dessus parce que je sais à quel point l'humain qui est au centre de l'organisation, entre autres la direction générale, peut avoir une importance, mais on vient croiser avec ça tous les éléments d'intelligence émotionnelle. À quel point on voit un succès ou le type de gestionnaire ou le type de personne en place va faire une différence sur la capacité de livrer ces changements-là aussi. Est-ce que les gens vont avoir envie? Puis il y a des choses simples qu'on peut faire. Encore une fois, juste gérer le changement à travers le dialogue, la compréhension, l'accueil des préoccupations va déjà faire une très grosse différence. Donc, on n'est pas obligé de devenir du jour au lendemain un Barack Obama de ce monde. On peut juste commencer à s'ouvrir à autrui sans devenir un psy. Juste en écoutant les préoccupations, parce que les gens sont prêts à changer s'ils n'ont pas de crainte de ce qui s'en vient. Donc il faut juste répondre. Mais répondre, ça veut dire s'ouvrir à écouter l'autre, possiblement démontrer qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce qu'on retrouve souvent dans les organismes et dans les organisations, c'est le complexe du gestionnaire héros. Il sait tout, il a réponse à tout. Il a toujours raison. Les offres d'emploi ressemblent à ça présentement. On voit beaucoup les offres passer, puis c'est ce qu'on veut recruter. Là. Mais ça n'existe pas, puis à la limite, c'est pas forcément le profil le plus intéressant. Quel serait le profil? Ouais, c'est ça. Le profil le plus intéressant, c'est une personne qui a suffisamment d'empathie, donc de compréhension, de lecture de son environnement pour entendre les préoccupations, s'y intéresser, avouer qu'elle n'a pas forcément la réponse tout de suite, mais promettre qu'elle va la trouver. Donc il faut avoir cette humilité de dire « je ne sais pas », mais ça ne veut pas dire que je suis incapable ou incompétent. Ça veut dire que je suis en mesure de m'en rendre compte, puis on va ensemble faire quelque chose pour trouver. Ça, c'est la première des qualités qu'on veut d'un leader transformationnel. On veut qu'il soit capable de démontrer le sens de la transformation, qu'il soit capable d'être inspirant sur la transformation, mais on veut surtout qu'il soit empathique aux préoccupations des gens pour pouvoir les accompagner eux-mêmes dans la transformation. Encore une fois, un organisme, ça n'existe pas sans les gens. Ce sont des personnes. Donc ce qu'on veut transformer, ce sont des personnes. Oui, c'est les façons de faire des personnes aussi. Fait que si je comprends bien ce que tu dis, c'est que c'est pas tant le comment que le qui va le faire. Et aussi, dans le qui, ça va être l'approche que ces individus-là, parce que c'est pas le cas d'une personne, mais c'est le cas de une ou plusieurs, ça va être souvent leur façon de faire qui vont assurer d'améliorer le taux de succès. Le savoir-faire est très important. Le savoir-être est encore plus important, c'est ça, effectivement. Exactement. Donc, le savoir-faire, si on est... C'est comme beaucoup de choses. La première étape par laquelle on passe, c'est s'équiper techniquement. Okay? On aime bien avoir des trucs et des recettes et des astuces, etc. Oh, oui, des logiciels ou des... puis on pense que ça va...
On pense qu'on va être sauvé. On oublie de former puis d'adapter autour. Là. C'est ça. Mais ce qui reste vrai, c'est que quand on a une compréhension au moins de ces trucs et astuces, ça permet de libérer son esprit pour être disponible à autre chose. Donc, oui, il y a un peu de savoir-faire qu'il faut aller attraper, mais il n'est pas très complexe. Il faut juste le mettre en place. Puis quand ça, on le maîtrise, on devient beaucoup plus disponible à entendre des choses et à les accompagner. Est-ce que tu dirais que ça se peut qu'à un moment donné, on réalise que c'est pas nécessairement les bonnes personnes qui sont en place pour livrer ces changements-là, puis des fois, il y a des choix déchirants à faire? Je suppose que ça peut arriver, mais j'aurais tendance à dire que possiblement, faut beaucoup peut-être les aider, les accompagner, puis ça peut peut-être aussi les amener à passer un cap. OK. Changer n'est pas nécessairement... Changer en gestion de changement n'est pas nécessairement la solution. Pas toujours. On peut aussi donner la possibilité aux gens d'évoluer. Bien sûr, ça, il arrive des fois où on est en bout de course. Donc là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, mais moi, j'ai pour m'en dire que bien souvent, les gens sont capables, un, d'évoluer, deux, de faire des choix. Donc, quelqu'un sera en mesure de se rendre compte aussi qu'il est arrivé au bout d'une capacité ou d'une compétence. Puis, si, comme dans beaucoup d'organismes, ce qui est important, c'est la mission que l'on veut accomplir, possiblement, on va aller chercher de l'aide, on va aller chercher des gens autres, avec d'autres talents, d'autres compétences pour aider à réaliser le changement. Oui, je pense que c'est là où une bonne connaissance, tu sais, parce que on reçoit souvent la réponse « Ah, on veut bien, mais on n'a pas les ressources, on n'a pas l'argent pour le faire, blablabla, d'aller chercher de l'expérience externe. » Je pense que dans certains cas, vu qu'on est plus sur le savoir-faire, ça peut être d'autres individus ou ça peut être un groupe de pairs ou de co-développement qui se crée. Là. Tout à fait. Je pense que à ce stade-ci, dans la discussion, c'est important de faire comprendre aux gens que l'acquisition de savoir-faire, ça passe pas toujours en engageant un consultant à taux horaire. Là. Il y a d'autres façons, puis on peut être plus créatif, d'accompagner nos directions générales, d'accompagner nos gestionnaires pour qu'ils développent ces aptitudes-là, les aptitudes de leadership aussi. Ben, je te remercie. J'espère qu'on n'a rien oublié. J'espère que ça vous illustre un peu plus comment faire la gestion du changement. Puis surtout, on a pris une dynamique, puis un lien un petit peu plus humain là-dedans. J'espère aussi que vous allez visualiser ce que ça va vous prendre avant de faire le grand changement de votre organisation. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.